Bonjour et bonsoir, chers invités, surtout chers téléspectateurs. En tout cas, merci pour votre fidélité à cette chaîne de prédilection d'IRTV, aussi bien à ces programmes, surtout à votre émission Maglou Bazar qui travaille pour vous rendre disponibles les informations au-delà du factuel. Aujourd'hui, du fait de notre caractère sociopolitique, nous allons vous plonger, en tout cas, dans la haute politique. Il faut dire qu'après l'UDH Yuki, aujourd'hui l'UPADES, ce parti, en tout cas chef de file de l'opposition, se trouve à être traversé par une crise, alors une grande crise politique en son sein qui ne dit pas son nom. Ceci, vous étiez témoin, suite à la déclaration, je voulais dire, d'un courant qui a pris corps en son sein et qu'on appelle aujourd'hui la task force, l'esprit UPADES. Ceci depuis Pointe-Nord, vous avez certainement suivi à travers les réseaux sociaux. En tout cas, ce courant appelle à la reconquête et à la réappropriation de ce parti. En tout cas, écoutez cela, écoutez cette volonté. Cela laisse à réfléchir, en tout cas toute la classe politique congolaise, pour dire qu'y a-t-il réellement et qu'est-ce qui se passe réellement au sein de ce parti. Pourquoi parler de la reconquête ou de la réappropriation? Problème il y a au sein de l'UPADES. Nous avons cherché, en tout cas nous avons trouvé le groupe de Pointe-Noire, je me permets de les appeler comme ça. Ici donc j'ai reçu sur ce plateau M. Godefroy Dibakissa, il est secrétaire, rapporteur de cette task force esprit UPADES. En tout cas soyez tranquilles sur vos fauteuils, nous allons aller dans la profondeur de cette question pour comprendre. Tout l'intérêt, c'est parce que l'UPADES, il faut dire, est un grand parti qui était au pouvoir dans ce pays. Tout l'intérêt, c'est parce que les partis politiques sont pour la démocratie, des maillons forts pour sa vitalité. Tout l'intérêt, c'est parce qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise se trouve être malade. Et enfin, tout l'intérêt, c'est parce que le PCT, parti au pouvoir, a besoin obligatoirement d'avoir des adversaires naturels pour la vie de la démocratie. Bonjour, M. Godefroy Dibakissa. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, tout le plaisir est à moi. En tout cas, vous avoir, c'est pas facile, avoir la distance que vous avez faite d'abord. Les programmes reportés. En tout cas, pour la part des Congolais, je vous dis merci de disposer certainement ce jour aux Congolais la part des vérités que vous avez. J'ai envie de vous poser juste une question pour boucler. Oui. Mais est-il que la déontologie voudrait que nous puissions creuser? Alors, pour dire, quelle est la santé de l'UPADES aujourd'hui? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'occasion que vous nous donnez justement de nous exprimer au sujet de la situation qui se passe aujourd'hui au sein de l'UPADES. Effectivement, pour aller droit au but, l'UPADES, notre parti politique, traverse aujourd'hui une profonde crise. Et cette crise est multidimensionnelle. Bon, nous ne sommes pas venus ici pour parler de la situation interne du parti. Parce que la crise, elle est d'abord politique, puisque nous avons dit qu'elle est multidimensionnelle. Politique du fait de l'illisibilité de la ligne politique du parti aujourd'hui. L'illisibilité. Ok. Vous savez que dans le microcosme, il y a des partis du pouvoir et ceux de l'opposition. Aujourd'hui, il est difficile pour nous, cadres du parti, et même y compris les observateurs politiques de la vie nationale, de positionner l'UPADES dans un camp ou dans l'autre. Quelles sont les idéologies? Vous savez que nous sommes dans le cas de figure assez extraordinaire aujourd'hui, où nous sommes le premier parti de l'opposition, où notre premier secrétaire est le chef de l'opposition, mais curieusement, nous avons un ministre au gouvernement sans accord politique. Ah bon? Ce qui est assez extraordinaire dans la situation classique. C'est le ministre des Transports, le ministre Saï. Voilà. Donc, c'est une situation assez confuse qui se pose au sein de notre parti aujourd'hui et que nous gérons en tant que cadre politique. Elle nous préoccupe. Au sein de l'UPADES, il y a une crise administrative de la gestion du parti. Aujourd'hui, notre base est abandonnée à elle-même. Et ceci se traduit à travers les différentes bérésinas électorales que nous obtenons aujourd'hui. Ceux qui connaissent le potentiel politique de l'UPADES savent que 6 députés, 7 députés, 8 députés à l'Assemblée
n'est largement en dessous du potentiel politique de ce parti-là. Et ceci justifie justement la sous-animation du parti. Cette crise, on va aussi dire qu'elle est, j'allais dire, juridique du point de vue de l'interprétation des textes du parti. Parce que nous constatons qu'au niveau de l'animation du parti, effectivement, il y a une violation flagrante et répétée des textes du parti. Je vous prendrai un cas de figure. Dans tous les partis politiques, les responsables des instances intermédiaires, des organes du parti sont élus par le Congrès. Chez nous, nous avons l'instance suprême qui est le Congrès. Ensuite, il vient le Conseil national. Ensuite, le bureau politique et le secrétariat national. Okay. Les membres du Conseil national sont élus par le Congrès. Mais curieusement, chez nous, dans la pratique, le premier secrétaire s'autorise, lui, de nommer des membres du Conseil national en contradiction flagrante avec les textes du parti. Voilà ce qui se passe à la l'UPADES. Et je pourrais terminer par la crise, j'allais dire, financière, qui consiste justement à une opacité dans la gestion des comptes du parti. Voilà le caractère multidimensionnel de cette crise. Mais celle qui nous amène fondamentalement dans ce plateau et celle sur laquelle nous voulons nous apaisantir, c'est la crise structurelle et institutionnelle qui prévaut aussi dans l'UPADES depuis juin 2017. Alors, merci bien pour avoir planqué ce décor. Et il est très, très stratégique, dès que je prends connaissance, très dialectique également. Mais l'effort que vous avez fait, c'est de nous énumérer surtout ces crises, je veux dire, à l'opinion. Alors, partons de cette crise, la dernière que vous venez d'énumérer. Alors, vous avez parlé, on va aller d'une manière étapiste, vous avez parlé de l'éligibilité de la ligne politique de l'UPADES, rapidement. Que pensez-vous, ou pourquoi vous parlez de l'éligibilité de la ligne politique au sein de l'UPADES? Pourquoi vous pensez à cela? J'ai cru le alors dire. Que le parti vit, le parti est représentatif au niveau même de l'Assemblée. Je parle de la ligne politique. La ligne politique d'un parti, c'est l'orientation politique générale qu'un parti se donne par rapport au microcosme politique, par rapport aux enjeux. Et vous savez que dans un pays, on organise les élections pour faire de telle sorte que ceux qui gagnent dirigent et ceux qui perdent se positionnent dans l'opposition pendant une période déterminée, pendant un mandat déterminé. Absolument. Et aujourd'hui, nous sommes dans la position des perdants. C'est pour cela que nous sommes à l'opposition, parce qu'on ne choisit pas d'être à l'opposition. C'est l'élection qui détermine qui gagne et qui perd. Celui qui a gagné est à la majorité et celui qui a perdu est à l'opposition. Or, nous, tout en étant à l'opposition aujourd'hui, et c'est ce que j'étais en train de dire, tout en étant à l'opposition aujourd'hui, curieusement, nous avons un ministre au sein du gouvernement sans accord politique préalable. Parce que pour participer à un gouvernement, il faut des accords politiques qui président justement à cette participation. Or, nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'opposition. Nous avons même le chef de l'opposition, notre premier secrétaire est le chef de l'opposition, mais en même temps, nous avons un ministre au gouvernement. Mais qu'est-ce que cela fait dès lors que c'est un cadre de la République? Il est libre. Non, un cadre de la République, il est libre. Le cadre de la République est libre. Mais quand on appartient à un parti politique, quand on est un cadre de haut niveau à un parti politique, on ne peut pas se permettre de prendre des options en dehors de la ligne politique du parti. C'est pour cela que vous constatez que dans les grands partis sérieux, lorsqu'un cadre prend une telle option, il est suspendu ou exclu du parti. C'est comme ça. Si c'est une approche individuelle, on le suspend. Mais si c'est une approche politique négociée par le parti, il faut nous dire quels sont les rapports politiques qu'il y a en ce moment-là, entre le parti et la majorité au pouvoir. Et tel que vous développez, puisque rapport politique n'existe pas, et comment vous pouvez expliquer donc cette nomination, vous, de la task force, comment vous l'appréciez? Je ne me l'explique pas. Parce que politiquement, c'est indéfendable qu'on se trouve dans cette position-là. C'est pourquoi nous, cadres du parti, on est aujourd'hui dans une difficulté politique d'interprétation de ce phénomène. Il faut peut-être aller vers les acteurs directs qui sont dans cette position-là pour qu'ils nous disent comment on peut se retrouver aujourd'hui à la fois au gouvernement tout en étant le premier parti de l'opposition sans accord politique préalable. Alors,
la crise administrative, ainsi de suite. Bon, allons dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qui explique, en fait, quelle est la raison d'être de la task force? Bien, je crois qu'on va s'appesantir, parce que c'est l'objet de notre présence ici, sur ce que nous appelons cette crise institutionnelle et structurelle. C'est celle-là qui explique l'existence de la task force, l'esprit UPADES. Sur cette question, nous allons être assez pédagogiques pour que les gens comprennent ce qui se passe concrètement. Nous allons être assez basiques pour donner la possibilité à tous nos téléspectateurs de comprendre ce qui se passe concrètement à l'UPADES. Vous savez que tout parti politique est régi par des textes. Absolument. Et on les appelle des textes fondamentaux. Il y a les statuts et le règlement intérieur. Donc, on peut dire que les textes fondamentaux dans un parti politique sont ce qu'est la constitution pour un pays. Autrement dit, un parti politique fonctionne conformément à ces textes fondamentaux. Il est organisé, il est structuré conformément à ces textes fondamentaux. Voilà. Et les instances dirigeantes du parti dirigent le parti strictement conformément aux textes fondamentaux. Il ne faut pas s'écarter des textes. Et c'est ce qu'on appelle l'état de droit. C'est ça. On est un état de droit parce qu'on fonctionne conformément aux textes préétablis. Et il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Ceci est valable au niveau de l'État, mais aussi au niveau des partis politiques. Et ces textes fondamentaux-là, justement, dans un régime démocratique, ont prévu des échéances pour les instances dirigeantes. Pour le fonctionnement de la démocratie, il y a des mandants qui confèrent leur légitimité à des mandataires dans une période donnée. Cette période s'appelle un mandat politique. Et ce mandat politique, ça dépend des États, ça dépend des partis politiques. Vous avez des États, par exemple, chez nous, au Congo, le mandat est de 5 ans. Pour les institutions nationales, la présidente de la République, l'Assemblée, le mandat est de 5 ans. Au sein de notre parti politique, l'UPADES, le mandat est de 4 ans. 4 ans de... Ah, ok. Voilà. Donc à l'UPADES, tous les 4 ans, les instances dirigeantes doivent renouveler leur confiance auprès du souverain primaire. Et le souverain primaire, chez nous, s'exprime à travers un congrès ordinaire. C'est ça. Ou un congrès extraordinaire. Et donc, chez nous, à l'UPADES, le dernier congrès a eu lieu en juin 2013. 2013. Juin 2013. Donc, les instances actuelles dirigeantes du parti, que ce soit le Conseil national, le bureau politique, le secrétariat national, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation et le comité d'honneur, datent de juin 2013. Et les textes du parti disent clairement que tous les 4 ans, il faut un congrès ordinaire pour renouveler les instances du parti. Autrement dit, quand on parle de juin 2013, en juin 2017 au plus tard, on devrait tenir un congrès ordinaire pour renouveler les instances du parti. Juin 2017. Or, malheureusement, il se trouve qu'à cette date-là, en juin 2017, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tenu le congrès qui devrait permettre de renouveler les instances. Ce qui fait que juridiquement, administrativement et même politiquement, ces instances-là qui ont été élues en juin 2013 sont devenues caduques, frappées de forclusion depuis juin 2017. C'est donc en toute illégitimité et en toute illégalité que le premier secrétaire de l'UPADES et les organes subséquents dirigent le parti depuis juin 2017. Voilà la situation qui se présente aujourd'hui au sein du parti. Voilà la crise, ce que nous appelons une crise institutionnelle et structurelle. Nos instances dirigeantes ont perdu leur légitimité et leur légalité. Alors, Monsieur Godefroy, cher téléspectateur, voilà tout le problème, voilà la vraie problématique qui nous emmène sur ce plateau pour comprendre en tout cas cette crise telle que vient de déballer ici Monsieur Godefroy. Alors, Monsieur Godefroy, pourquoi avez-vous attendu depuis 2017
pour apparaître aujourd'hui comme pour chercher à reconquérir le parti? Non, on n'a pas attendu 2017. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et individuellement par les cadres du parti et collectivement par des groupes des cadres du parti pour faire comprendre au premier secrétaire qu'il était urgent, pressant de tenir un congrès ordinaire pour rétablir l'agenda politique du parti. Qu'il n'était pas normal qu'on soit dans cette position. Malheureusement, le premier secrétaire a toujours opposé une résistance à ces différentes initiatives qui ont été prises, individuellement et collectivement. Je peux vous citer pour mémoire l'initiative qui a été prise par 50 membres du Conseil national qui se sont constitués et qui ont adressé une lettre au premier secrétaire en février 2018. Donc presque 7 à 8 mois après que le mandat soit tombé, pour lui dire, attention, camarade premier secrétaire, voici près de 7 ou 8 mois que les mandats sont tombés, que nous sommes dans l'illégitimité et l'illégalité. Il faut créer toutes les conditions pour qu'on aille vers un congrès qui va renouveler les mandats des instances dirigeantes du parti. Malheureusement, le premier secrétaire, au lieu de prendre en compte cette initiative responsable, a commencé à sanctionner ceux qui étaient auteurs de cette initiative. Est-ce que les textes lui confèrent ce pouvoir de sanctionner, par exemple? Non. Les non, les textes ne lui donnent pas ce pouvoir. Mieux, il nous donne un prétexte fallacieux selon lequel il n'organise pas le congrès parce qu'il lui manque des moyens. Oui, effectivement, mais c'est ce que voilà, nous avons il lui manquerait des moyens. Or, monsieur le journaliste, dans l'intervalle entre 2013 et 2017, lui tout seul, il a vendu l'ancien siège du parti qui se trouvait en diagonale avec Score, en centre-ville de Brazzaville. Oui, je me souviens de ce soir. Voilà. Il a vendu ce siège-là, lui tout seul, sans se référer au Conseil national, sans se référer au bureau politique, même pas à l'instance secrétariat national. Lui tout seul a pris l'initiative avec quelques camarades de vendre ce siège. Ce qui en soi est une faute politique extrêmement grave. Et vendant ce siège, il a déclaré avoir obtenu le fruit de la vente 1,8 milliard. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui, dans cet intervalle, a obtenu 1,8 milliard puisse nous dire qu'il lui manque de l'argent pour organiser un congrès ordinaire du parti qui coûte au bas mot 50 millions, 60 millions, 100 millions. C'est pourquoi nous disons que c'est un prétexte fallacieux. Mieux, lui-même, il est député à l'Assemblée. Il est aujourd'hui chef de l'opposition avec des revenus substantiels. Nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée. Ce groupe parlementaire bénéficie des subventions de l'État. Nous avons des députés qui contribuent sur la base de leurs indemnités. Effectivement. Les retraits se font même à la source. Et puis, nous avons la base du parti. Quand on veut organiser le congrès, la première source de financement dans un parti politique, ce sont les contributions de ses membres. Effectivement. Quand on veut organiser un congrès, eh bien, la direction politique crée les conditions pour que ce congrès soit préparé par une commission préparatoire. Et c'est cette commission préparatoire qui regarde toutes les questions qu'il y a au niveau de l'organisation. Si les questions financières se posent, c'est au niveau de cette question qu'on trouve ces solutions. Or, il y a manifestement une mauvaise volonté du premier secrétaire pour organiser ce congrès. Pourquoi? Je veux vous le dire. Oui, c'est la question. Mais c'est parce que justement, dans les textes, dans les statuts du parti, il est dit que le premier secrétaire élu pour un seul mandat renouvelable une fois. Non, pas un seul mandat, je l'ai mal formulé. Le premier secrétaire est élu pour un mandat renouvelable une fois. Un mandat de 4 ans. Autrement dit, monsieur le journaliste, comme il était élu en 2013, s'il avait tenu le congrès de 2017, alors en 2021, il aurait dit adieu définitivement au poste de premier secrétaire. Or, vous constatez que nous sommes en 2024 et il continue à être premier secrétaire de fait
Parce qu'il ne veut pas justement créer les conditions de l'alternance au sein du parti. Et c'est pour cela justement que nous, les cadres du parti, face à cette volonté obstinée de s'accrocher à la tête du parti, face à cette volonté de confisquer le débat au sein du parti, face à cette volonté de ne pas vouloir créer les conditions d'alternance, face à cette volonté désormais avérée de ne pas respecter l'agenda politique du parti, ce qui est extrêmement grave. Vous avez suivi ce qui se passe au Sénégal? Absolument. Vous avez suivi ce qui se passe au Sénégal? Macky Sall a voulu prolonger, le président a voulu prolonger de quelques mois seulement. Après, c'est ça. Vous avez vu le tollé que ça a créé au niveau et de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Or, chez nous, à l'UPADES, ça date depuis 7 ans. C'est depuis 7 ans que le premier secrétaire et les instances dirigeantes du parti sont dans une... Ça ne se sent pas, nous sommes quand même... Ça ne se sent pas parce que jusque-là, le débat était en interne. Ça ne se sent pas parce qu'il a confisqué le débat au sein du parti. Pour preuve, chez nous, le Conseil national, l'organe délibérant dans les intervalles des congrès, se réunit 2 fois par an. Depuis 2013 jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, on aurait tenu, ça fait environ 11 ans, on aurait tenu au bas mot 22 sessions du Conseil national. Wow. Or, dans l'intervalle, on n'a tenu que 3 sessions du Conseil national. C'est la preuve patente et manifeste que le parti est sous-animé. Or, le débat se fait où? Il se fait au niveau des instances dirigeantes du parti. Si les instances dirigeantes du parti ne peuvent pas se retrouver, à partir de ce moment, comment on peut faire pour s'exprimer? C'est pour cela que nous, à Pointe-Noire, nous nous sommes dit, nous sommes des cadres du parti, nous engageons une démarche citoyenne, une démarche militante. Nous nous auto-structurer dans le cadre d'une task force pour poser cette problématique extrêmement grave. Parce que nous avons épuisé toutes les voies internes de recours au sein du parti. Nous n'obtenons pas les solutions. C'est pourquoi nous avons dit qu'on s'organise en task force pour gérer cette situation exceptionnelle. Parce que nous sommes aujourd'hui, depuis juin 2017, dans une situation exceptionnelle au sein de l'UPADES. Et cette situation exceptionnelle vient du fait que toutes les instances dirigeantes du parti, le premier secrétaire, le premier, sont dans l'illégitimité et l'illégalité. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous étudions des solutions de sortie de crise à cette situation exceptionnelle qui devient exceptionnellement exceptionnelle du fait de ce que le premier secrétaire s'obstine à créer les conditions de l'impossible en ce qui concerne la tenue de ce congrès que nous appelons de tout neveu. Merci, M. Godefroy. Permettez qu'on réfléchisse, chers téléspectateurs. Quand j'ai toujours dit que la vie politique nationale doit nous passionner, et la vie politique nationale au Congo se trouve en tout cas dans la vie des partis politiques. Généralement, on n'aurait pas un regard dans la vie de ces partis. Certains sont oscillatoires, ainsi de suite. Certains sont accrochés aux personnalités. Mais dans une démocratie, en tout cas, il faut toujours se rappeler que la vitalité de la vie politique nationale dépend de la santé de ces partis politiques. Aujourd'hui, on va se poser des questions avec vous, les téléspectateurs. Ce parti dont on fait allusion ici, l'UPADES, dirigé par le président, comme on l'aime l'appeler, Tchatsima Biala. Ce parti se trouvait dans l'illégitimité, d'abord Tchatsima Biala lui-même. Alors, la task force méconnaît sa légalité. Alors, ça doit poser problème dans la sphère de la politique congolaise. On doit réfléchir, puisque c'est ce parti qui incarne l'opposition parlementaire. C'est-à-dire une opposition qui doit s'asseoir à la table de la décision au Congo. La décision sur l'avenir du pays. Mais dès lors que ce président ou ce premier secrétaire se trouve être illégitime tel qu'il vient de le dire, mais ça devait susciter des réflexions. J'ai envie d'aller à Diata pour en savoir plus. J'ai envie de convoquer ce parti également pour en savoir plus, parce que ici, le jeu se joue sur les textes. Si cela se démontre à travers les textes, problème il y a. Que dira alors le président de l'Assemblée? Parce qu'il incarne ces partis lorsqu'il les rassemble. Le Congo a voulu se doter d'une opposition parlementaire. Mais quand il y a l'illégitimité déjà au sein des partis, problème il y a. C'est là tout le problème, c'est là tout le problème, c'est là tout notre intérêt.
Et merci, M. Godofra, de nous rendre tout cela disponible, parce que franchement, c'est un son de cloche qui est très rare chez les Congolais, très rare chez le souverain primaire. Alors, au regard de ce que vous venez de déverser ici, est-ce que vous avez mené des démarches, par exemple, au niveau de certains officiels, plus précisément, le ministre de la politique, ou le ministère de la politique et le ministère de l'Intérieur? Est-ce que le ministère est au courant de ceci? Parce que, tel que vous venez de démontrer, vous avez connu des échanges, peut-être très serrés, corsés, au sein du parti. Voici 7 ans, tel que vous le présentez, il n'y a pas de solution, et vous voulez vous rapproprier de cet instrument. Est-ce que ce ministère à charge de ces questions est au courant? Avant d'arriver à cette question, je vais y répondre. Oui. Je voudrais souligner 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que, comme vous venez de le dire, les questions de légitimité et de l'égalité ont une position centrale dans ce qu'on appelle la démocratie représentative. Absolument, absolument. La légitimité, toute autorité, qu'elle soit au niveau de l'État, qu'elle soit au niveau d'un parti politique, doit avoir la légitimité et la légalité pour exercer un pouvoir quelconque. Voilà. C'est des questions centrales, c'est des questions principielles sur lesquelles on ne transige pas. Voilà. J'aimerais le souligner en ce moment de débat. Deuxièmement, je voudrais toujours, dans le cadre d'information, puisque nous sommes en train de parler des faits, notre premier secrétaire, quand il a constaté que depuis 2017 jusqu'à 2021, cette question était lancinante et lui revenait toujours comme un boulet de canon, il avait trouvé une parade politique pour essayer de contourner cette difficulté. Laquelle? La parade politique, c'était de convoquer un conseil national. Là aussi, c'est technique, il faut que j'explique. Vous savez que chaque organe précédent est l'exécutif de l'autre qui est au-dessus. C'est comme ça que les partis politiques sont structurés. Donc, le Congrès et le Conseil national est l'exécutif du Congrès. Le bureau politique est l'exécutif du Conseil national. Et le secrétariat national est l'exécutif du bureau politique. Et donc, on ne peut pas aller à un conseil national sans passer par un bureau politique. Effectivement. Logique. Mais, ouais, ça c'est statutaire, c'est réglementaire. Mais le premier secrétaire nous a fabriqué une histoire où il a réussi, lui, à passer du secrétariat national à un conseil national, avec pour objet de proroger les mandats. Proroger les mandats de juin 2017. Ce qui est totalement absurde, pour plusieurs raisons. La première, il est bien normal que dans le cas exceptionnel où cette prorogation est permise, la prorogation doit se faire avant le terme échu. N'est-ce pas? Effectivement. On ne peut pas proroger des mandats des instances et des organes qui sont tombés en juin 2017 en 2021. C'est stupide. C'est grotesque. C'est scandaleux. Ça s'appelle du gangstérisme politique. Et ce n'est pas sérieux quand on est un dirigeant qui aspire à diriger un État. Parce que l'UPADES est un parti de gouvernement. Son responsable est un candidat potentiel à la magistrature suprême. Absolument. Et donc, il doit avoir des attitudes et des comportements qui lui permettent, justement, de rassurer les Congolais s'il aspire à une telle fonction. Donc, il s'est permis de convoquer un conseil national qui ne passe pas par un bureau politique, avec pour objet à l'ordre du jour la prorogation des instances dont les mandats ont pris fin depuis 2017. Je pouvais même m'arrêter là au niveau de l'argumentaire. Mais on peut ajouter aussi que le Conseil national n'a pas pour vocation de proroger des mandats. Ah bon? Ah non. Même en situation normale, le Conseil national n'a pas pour attribution de proroger des mandats. Et je peux même ajouter, monsieur le journaliste, vous êtes un observateur de la vie politique mondiale, nationale. Absolument. Dans aucune constitution du monde ou dans aucun texte fondamental des partis politiques, vous ne trouverez une disposition qui proroge les mandats. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les dispositions pas. qu'on trouve, ce sont les dispositions de vacances de pouvoir. Pourquoi? Mais parce que c'est irréfragable. À la fin d'un mandat, on doit créer les conditions d'aller vers les instances qui vous autorisent de poursuivre ou d'arrêter. C'est ça. Quand on fait comme ça, on triche.
Quand on fait comme ça, on n'est pas sérieux. Et voilà 7 ans que ça dure à l'UPADES. Donc, quand j'ai fini de vous dire ça, parce qu'il faut planter les décors et expliquer les choses telles qu'elles se passent, je reviens à la démarche qui est la nôtre. Voilà. C'est là où j'en venais. Voilà. Quelle est votre démarche? Et cette question et comment? Voilà. Vous allez retrouver la réponse à cette question dans la démarche. Lorsqu'on a créé la task force sur l'UPADES, nous nous sommes donné 3 démarches. Il y a la voie politique, la voie administrative et la voie judiciaire. En ce qui concerne la démarche politique, nous nous sommes dit, maintenant que nous nous sommes autostructurés, Task Force, c'est une initiative militante, c'est une initiative citoyenne, face à la situation exceptionnellement exceptionnelle qui prévaut au sein du parti, face au vide juridique qu'il y a aujourd'hui au sein du parti, face à ce gouvernement de fait du parti qui existe. Une fois que nous sommes sortis, c'était le 6 janvier, nous avons publié un communiqué final de l'Assemblée générale de Pointe-Noire. Oui. Et ce que nous avons appelé l'appel de Pointe-Noire pour la reconquête et la réappropriation du parti. Je crois que les auditeurs commencent à comprendre pourquoi nous parlons de reconquête et de réappropriation. C'est le déclic même de cette émission. Voilà. C'est ça, raison. Voilà. Donc, tout est parti de cette Tout est parti de là. Et au sortir de cette Assemblée générale, nous avons adressé un courrier auprès des autorités de fait, des autorités sortantes du parti pour leur dire que voici notre communiqué final, voici notre appel de Pointe-Noire. Nous nous sommes auto-organisés face à la crise actuelle au sein du parti parce que le débat au sein du parti n'existe plus. On a épuisé toutes les démarches et nous vous informons que désormais, nous nous constituons en task force, donc une sorte de commission ad hoc. La task force, c'est une commission ad hoc, c'est une structure provisoire qui est née dans des circonstances particulières et qui s'arrête lorsque ces circonstances sont résolues. Et donc, nous voulons nous préoccuper de cette situation exceptionnelle du parti. Par voie de huissier, nous avons transmis ces documents-là au premier secrétaire sortant. Par la suite, une semaine plus tard, nous avons adressé une correspondance au premier secrétaire pour lui dire que nous voulons un entretien politique avec lui en tant que premier secrétaire sortant. Et cet entretien politique devait se tenir devant le président de la Commission nationale d'évaluation sortant, devant le président du comité d'honneur sortant, devant le président du Sécur, qui est une structure ad hoc qui a été créée dans le cadre de l'unité et du rassemblement du parti, pour que nous venions vous expliquer le sens de notre démarche politique. À cette question, le premier secrétaire, comme d'habitude, a répondu par le mépris et par les sanctions. Le camarade Noé Dembo a été suspendu de la coordination de Pointe-Noire. Le camarade Victor Nzamba, député de Kibangou, a été suspendu du secrétariat national pour avoir pris des initiatives de sortie de crise au sein du parti. C'est des révélations que vous nous faites ici. Et ensuite, toujours dans cette démarche, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur, qui est la porte d'entrée des partis politiques au gouvernement. Nous avons écrit au président des 2 chambres du Parlement pour expliquer la situation qui se passe aussi, pour transmettre les différents documents issus de notre Assemblée générale pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a une crise profonde de légitimité et de l'égalité de l'UPADES et qu'on ne doit pas continuer à faire comme si de rien n'était quand on est dans un état de droit. Ces lettres ont été envoyées. Le ministère de l'Intérieur nous avait répondu et nous a fait recevoir par son conseiller politique. Et nous avons développé devant le conseiller politique toute cette thématique que je suis en train de développer présentement pour présenter la crise structurelle et institutionnelle qui prévaut au sein du parti et pour leur demander de prendre toutes les conséquences parce que la loi portant création de partis politiques donne des attributions au ministère de l'Intérieur pour agir sur les partis qui ne fonctionnent pas conformément à leurs textes fondamentaux. Effectivement. Et le conseiller du ministre avait pris bonne note et nous avait rassuré de ce qu'il devait transmettre fidèlement le fond de notre pensée à son Excellence, Monsieur le ministre. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons la suite des correspondances que nous avons adressées au président de l'Assemblée et du Sénat. Tout ça, c'est cette démarche politique. Et aujourd'hui, où je vous parle, toujours dans le cadre de la démarche politique, nous avons engagé une campagne d'information et de sensibilisation de la base du parti. Dans toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire national. Et vous êtes en train de suivre.
Oui. Cette base-là qui est en train de répondre massivement à notre appel de Pointe-Noire. La base de la Bouenza s'est exprimée, la base de Pointe-Noire au niveau de toutes les fédérations s'est exprimée, celle de la Lekoumou est en cours d'expression, celle du Niari, celle de la Sanga, celle de la Cuvette Ouest. Toutes les bases aujourd'hui sont en train de s'exprimer. Vous savez que c'est des questions de moyens qui nécessitent une organisation. C'est pourquoi il y a comme une sorte de lenteur. Mais nous sommes en train de nous organiser pour créer les conditions que cette base s'exprime. Parce que vous savez que l'une des difficultés que nous avons dans notre démocratie, c'est que notre base est souvent rurale. Et donc, ces questions de légitimité, de légalité, même quand on leur parle de ça, ils se disent mais c'est de quoi vous parlez? Ils comprennent absolument rien. Donc, il faut prendre le temps d'être pédagogique et d'expliquer les choses en leur profondeur pour que, justement, ils puissent comprendre les enjeux. Et quand vous expliquez, ils se disent, oh, ça se passe comme ça. Ah non, on ne peut plus continuer à accepter cela. C'est là où nous en sommes. Et pour terminer, nous avons une démarche judiciaire face donc à cette résistance farouche du premier secrétaire qui s'est installé définitivement dans le déni, qui s'est installé définitivement dans la fuite en avant, qui lui veut imposer son agenda personnel. Son agenda personnel, il veut l'imposer au parti. Alors nous avons dit qu'on ne peut plus continuer cela, puisqu'on n'arrive pas à trouver des solutions au niveau de la démarche politique et administrative. Alors nous allons en référer au droit. C'est pour cela, au moment où je vous parle, nous avons entamé une procédure judiciaire en référé pour faire constater l'illégitimité et l'illégalité des instances dirigeantes du parti et qu'on en tire toutes les conséquences et de droit et politique et juridique. Voilà, au niveau de la démarche, ce que nous sommes en train de faire. Alors, en tout cas, une démarche très technique, très intellectuelle. Permettez-moi, M. Godefroy, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bref aperçu de votre parcours politique? Je suis un militant des premières heures de l'UPADES. Et pendant tout mon parcours politique au sein de ce parti, j'ai occupé des hautes fonctions. La plus haute, c'est celle qui m'a permis d'être secrétaire national de l'UPADES chargé de la jeunesse au sein du secrétariat national. Je l'ai occupé au sein du comité national de supervision de 2021 à 2026. Et je l'ai occupé au secrétariat national issu du congrès de 2026, avec comme premier secrétaire Tchatima Biala d'ailleurs, 2006 plutôt. Et par la suite, j'ai aussi occupé les fonctions de président du Conseil national de la jeunesse de l'UPADES. Membre du Conseil national, membre du bureau politique, bien entendu. Et donc, nous avons joué des rôles à un niveau assez élevé au sein de ce parti. Et nous connaissons l'histoire de ce parti depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons les différentes étapes de ce parti depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et nous connaissons les grands enjeux qui sont au sein de ce parti. C'est pour cela justement que nous sommes capables de prendre toutes nos responsabilités lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a une ligne déviationniste et liquidationniste qui s'installe à la tête du parti. Nous sommes obligés de prendre toutes nos responsabilités. Merci bien. En tout cas, je vous ai posé cette question au regard du flux que vous dégagez, il faut le dire, parce que nous sommes là dans une question très sensible et je vois la connaissance que vous avez de ce parti. Merci. Et donc, quand vous développez, vous traduisez cette expérience. J'en ai reçu sur ce plateau, mais en tout cas, je comprends que vous êtes un carriériste. C'est pourquoi, carriériste en tout cas de l'UPADES, c'est pourquoi j'ai voulu le savoir. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est pour les téléspectateurs, parce qu'on dira après, lui, c'est qui? Voilà, lui, c'est qui quand vous n'êtes pas habitué à Mac le Bazar. J'ai oublié de préciser, toujours pour les téléspectateurs, qu'entre 2016 et 2011, j'étais le député suppléant, justement, du premier secteur de l'UPADES. Ah bon? Dans la circonscription de l'Oudima. Vous étiez son suppléant? Oui. Mais vous vous connaissez. Mais comme ce n'est pas une guéguerre, autour des hommes, mais en tout cas, nous faisons réfléchir au quotidien l'opinion sur ces questions. Et je reviens à ce que j'avais dit pour faire réfléchir l'opinion. Ce sont les miens, comme on dit. Nous, les journalistes, nous aimons bien tous les partis politiques. Parce que nous connaissons la raison d'être des partis politiques dans un État. Lorsqu'après la conférence nationale,
le Congo a opté pour ce régime. C'était dans les urnes. On appelait ça référendum. Nombreux ne voyaient pas la portée de l'acte. Mais après aujourd'hui, après quelques années, nous sommes en train de lire le tableau de l'applicabilité de ce que nous avons choisi. Et nous avons le droit de porter un regard. Mais c'est le nôtre. Et nous travaillons dans le sens d'accompagner ces partis, que ce soit de la majorité de l'opposition du centre, de les accompagner dans leur revitalisation. Parce que l'intérêt, c'est la démocratie congolaise. Mais en tout cas, peut-être ce n'est pas un point de vue, mais à écouter ce que vous dites, c'est un scandale. Scandale pourquoi ? En tout cas, scandale parce que c'est quand même le chef de file de l'opposition. Et il y a des Congolais qui croient en l'opposition. Lorsque le chef de l'État, le programme chef de l'État a été voté, ce n'est pas tous les Congolais qui ont voté. Parce qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction, non pas politique, mais sociale parfois. Ils se disent, le programme ne me plaît pas. Mais il y avait d'autres candidats. Mais il y a des Congolais qui ne sont pas obligés de croire à ce programme. Il y a des Congolais qui ne sont pas obligés d'être membres du Parti congolais du travail ou bien de croire au pouvoir. C'est comme ça la démocratie. Mais il y a des Congolais qui croient en opposition pour telle ou telle raison. Mais lorsque l'État congolais opte pour une opposition parlementaire, nous avons eu ce débat dès que, au moment où l'idée a été lancée. Et nous évoquions cette question. D'où partira la légitimité de ces derniers? Mais aujourd'hui, c'est le président Tsatsi Mabela, il faut le dire, parce que ça va faire débat. Je sais que ce que nous disons ici va faire débat, mais ceux qui n'ont pas, il faut dire, une certaine clairvoyance, ne comprendront pas peut-être. Parce que d'autres diront ceci. J'anticipe sur cette question. Aujourd'hui, c'est lui que l'État reconnaît comme chef de file de l'opposition. Le mandat est en cours. Le mandat parlementaire est en cours. Mais en tout temps, il y a un problème au sein du parti, un problème de manque de légitimité à ce monsieur. Parce que c'est le parti qui lui donne ce pouvoir. Mais dès lors qu'il n'est plus légitime, selon les textes, problème il y a. C'est une cacophonie. En ce moment-là, nous avons envie d'interroger le patron de l'Assemblée. Nous avons envie de l'interroger. Nous avons envie d'interroger le ministre de la Politique. Comment faire? Comment faire? C'est tout le problème. Alors, je vous renvoie un peu ce boulet-là, que vous essayez de nous éclairer. En tout cas, il est le chef de file de l'opposition. Quand je dis l'opposition, ce n'est pas que l'UPADES. Récemment, le ministre Mboulou a invité la classe politique. Mais la mission a été donnée à Tsatsi Mabela de convoquer la classe de l'opposition. Et là encore, il y a une crise. Ce jour même, il s'est déclenché une crise au sein de l'opposition que je suis en train de vouloir traiter, je la traiterai. Donc même au sein de l'opposition, largement dit, il y a déjà une crise. À l'interne, c'est une grande crise. Alors, sa représentation à l'Assemblée. Puisque vous ne reconnaissez pas la légitimité du monsieur, qu'adviendra au niveau de ces instances suprêmes parlementaires? J'ai 3 choses à dire par rapport à votre question. Oui. La première, nous, en tant que cadre du parti, nous sommes en train de mettre à la disposition de l'opinion aujourd'hui les informations sur la crise structurelle et institutionnelle que traverse l'UPADES. Nous avons dit que depuis 2017, le premier secrétaire de l'UPADES et les instances dirigeantes issues de 2013 n'ont plus la légitimité et la légalité de représenter l'UPADES. Nous l'avons dit et nous sommes certainement entendus. Et chacun à son niveau, même au niveau de l'État, il faut que les gens en tirent toutes les conséquences. Les conséquences constitutionnelles, il faut qu'ils les en tirent. Mais ce n'est pas à nous de les tirer. Nous, on dit simplement qu'il y a une crise structurelle et institutionnelle au sein du parti. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour résoudre cette crise institutionnelle au sein du parti. Aux autres instances, aux instances nationales, d'en tirer toutes les conséquences. Et moi, je ne voulais pas justement rentrer sur les questions liées aux instances nationales. Voilà. Lorsque j'ai fini de le dire, la deuxième chose que je voulais repréciser en ce qui concerne ta question, c'est de nous rappeler toujours que ce sont les partis politiques qui sont les acteurs de la vie politique dans un pays. Absolument. La démocratie, l'image de la démocratie dans un pays, c'est l'image de la vitalité des partis politiques. Effectivement. Et je voulais ainsi interpeller en quelque sorte le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui devait veiller sur la légalité des structures dirigeantes de chaque parti. Oui. Pour moi, pour nous, démocratiquement,
en principe, un parti politique qui n'est pas conforme avec ces textes ne devait pas participer aux élections. Absolument, absolument. Parce que vous avez dans ce pays, c'est le cas de figure de l'UPADES, voici aujourd'hui 11 ans que ce parti n'a pas pu renouveler ses instances dirigeantes conformément à ces textes fondamentaux. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur était au courant. C'est la question que je me posais, mais vos textes, les statuts réglementaires sont là-bas. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui devait veiller sur la régularité de chaque parti politique conformément à ces textes fondamentaux. Voilà. Vous avez des présidents des partis qui sont élus depuis la création du parti, qui n'ont jamais tenu même leur congrès inaugural. Les présidents fondateurs. Et qui sont aujourd'hui présidents fondateurs, présidents du parti après 40 ans, sans avoir tenu un seul congrès. Ça pose un problème. Ça pose un problème de démocratie. Et je crois que si nous voulons résoudre le problème de notre démocratie, ce n'est pas en corsant les conditions de création d'un parti politique, mais c'est plutôt en veillant sur la capacité de chaque parti politique à respecter ces textes fondamentaux et de renouveler ses instances à terme échu. C'est ça que nous voulons pour la vitalité de la démocratie congolaise. Mais je pense que ce que vous débitez ici, j'échange avec les acteurs politiques, ce que vous débitez ici, donne matière à l'opposition générale, il faut le dire. Parce que l'opposition est pleine dans une crise, les téléspectateurs en savent. Mais savoir que le premier secrétaire est illégitime, mais ça va porter préjudice. Ça va causer beaucoup de problèmes, même au sein de l'opposition en général. Mais je commence à m'interroger, parce qu'il y a une vidéo qui circule où le secrétaire général dit c'est lui qui a la paternité de convoquer les partis politiques. Et on s'interroge au même moment, est-ce que le ministère chargé aux questions politiques veille à cela, donc ce ministère a le règlement intérieur, le statut de chaque parti. Est-ce que ce travail se fait? Ça aussi, c'est une interrogation. Mais quand il est illégitime déjà au sein de son parti, problème il y a même avec d'autres partis politiques, en tant que chef de file. Mais cependant, c'est lui le partenaire gouvernemental. Lorsque le ministre convoque, c'est lui qu'on convoque. Voilà. Et ça, il faut être à Mac de bazar pour le comprendre. Franchement, c'est des révélations terribles qui nécessitent des réponses pour franchement la santé ou bien la sainteté de la démocratie congolaise. Ce n'est qu'un premier plateau. Alors, nous allons partir pas à pas, petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, vous connaissez bien le pays, M. Godefroy. Les politiques travaillent par réseautage. Hein, vous êtes souvent en face, vous avez joué au rapport de force. Vous venez d'évoquer quelque chose ici. Aujourd'hui, vous n'avez pas la force, par exemple, d'aller à l'Interland, les moyens, ainsi de suite. Mais les politiques travaillent comme ça et dans des réseaux. S'il arrivait que le président Tsati, permettez-moi de l'appeler comme ça parce que c'est lui le chef de file, s'il arrivait qu'il se maintienne au-delà de tout, est-ce qu'on ne peut pas penser à une nouvelle implosion ou explosion du Non, il n'y aura pas implosion de l'UPADES. Vous êtes sûr? Il n'y aura pas implosion de l'UPADES. Nous sommes en train de créer les mécanismes pour que cette question se règle en interne dans le cadre d'un congrès unitaire extraordinaire. C'est pour cela que nous disons que face au vide juridique qui existe aujourd'hui par rapport à la situation exceptionnellement exceptionnelle, nous devons aller vers une concertation. C'est d'ailleurs le sens de notre démarche au niveau du tribunal. Nous voulons aujourd'hui que toutes les sensibilités qui s'expriment au sein du parti créent un cadre de concertation. Ce cadre de concertation devrait nous amener à mettre en place une commission ad hoc. Et cette commission ad hoc a pour mission principalement de nous préparer un congrès unitaire extraordinaire qui doit se tenir dans les tout prochains jours pour rétablir la légitimité et la légalité au sein du parti. C'est ça la démarche. Nous sommes pour une solution politique parce que c'est seulement dans le cadre d'une solution politique qu'on peut résoudre la crise actuelle. Le secrétariat national n'a plus compétence de résoudre ce problème. Le Conseil national que nous apprenons qu'il aurait convoqué, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu l'acte portant convocation du Conseil national, n'a pas compétence de résoudre la crise d'aujourd'hui parce que ce Conseil national est frappé d'une double illégalité. La première, c'est que, depuis 2017, il est frappé de forclusion. La deuxième, c'est que sa composition devient éclectique. Vous avez d'une part des membres issus
du Congrès, donc qui sont normalement élus comme membres du Conseil national. Et d'autre part, vous avez des membres nommés par acte du premier secrétaire. Il a voulu se constituer une majorité interne au sein de cet organe pour se permettre de faire tout et n'importe quoi. Dans son illégitimité. Dans son illégitimité, il nomme l'illégitimité. Voilà le cas de figure dans lequel on se trouve. Et pour toujours les militants du parti, nous devons rappeler quand on parle de reconquête et de réappropriation. C'est pourquoi. Voilà. Mais c'est parce que lors du congrès de 2013, le camarade Sati Mabiala, premier secrétaire, a fondamentalement modifié les textes du parti. Donc les statuts laissés par Pascal Lissouba, les statuts du congrès de 1995, il les a fondamentalement modifiés pour s'attribuer tous les pouvoirs du parti. Donc, dans les statuts actuels de 2013, il est à la fois le président du parti, président du Conseil national, président du bureau politique et chef du secrétariat. Wow. Alors que dans l'ancienne structuration, on avait le président du parti, qui était président du Conseil national, et on avait un secrétaire général qui était le chef de l'exécutif, qui rendait compte au bureau politique, qui lui-même rendait compte au Conseil national, qui est présidé par le président du parti avant d'aller au Congrès. Donc aujourd'hui, c'est un potentat qui est à la tête de l'UPADES. Il a tous les pouvoirs du parti entre ses mains. Mais malheureusement, à malin et demi, aujourd'hui, il est tombé dans son propre piège. En voulant trop calculer, il a mis une nouvelle disposition en 2013 qui dit que le premier secrétaire est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Et quand il arrive en fin 2017, il se rend compte que si je vais à un congrès dans 4 ans, je suis parti, je préfère traîner les pieds. Voilà là où nous en sommes. Et donc, le faisant, il impose lui tout seul son agenda personnel à l'agenda politique du parti. Mieux, au plan idéologique, nous parlons de réappropriation et de reconquête. Effectivement. Au plan idéologique, le parti laissé par Pascal Lissouba est un parti social-démocrate. Voilà. Lui, à ce congrès-là, il a changé la doctrine politique du parti. Ah bon? Ah oui. Aujourd'hui, c'est le socialisme démocratique. Lui, tout seul, il a changé. C'est pour cela que nous parlons de reconquête et de réappropriation. Il a même changé le logo du parti. C'est pour cela que nous parlons de reconquête et de réappropriation. Et nous disons que nous voulons aller à un congrès pour un retour aux fondamentaux du père fondateur, pour un retour aux fondamentaux idéologiques, doctrinaux. Mieux, nous pensons même qu'il faut changer fondamentalement, peut-être pas fondamentalement, mais il faut tropicaliser la social-démocratie en introduisant un concept à l'UPADES qui s'appelle le lissoubisme. Aujourd'hui, nous pensons que le lissoubisme est une doctrine politique qui a un contenu réel, un contenu profond. Je vous ai vu samedi dernier, lors de la cérémonie de dédicace d'un ouvrage qui a été publié par M. Martin Koumba. Effectivement. L'ouvrage s'intitule « La pensée politique du professeur Pascal Lissouba, : le lissoubisme ». J'étais là dans la salle, j'avais écouté. Voilà. Tout donc pour nous, les compagnons qui avons accompagné, qui avons Pascal Lissouba dans son œuvre, nous pensons aujourd'hui que le lissoubisme est une forme de tropicalisation de la social-démocratie. Et que si nous allons à un congrès aujourd'hui, la refondation devait nous amener à consacrer cette doctrine pour faire de telle sorte que nous nous approchons vers des choses qui correspondent à la réalité des sociétés africaines au lieu toujours de se situer sur des choses importées. Et c'est pour cela que nous avons toujours trouvé et constaté que chaque fois qu'on parle du lissoubisme, notre premier secret n'est pas tranquille. Chaque fois que là où on parle du lissoubisme, il n'est pas là. Ah bon? La preuve, vous l'avez constaté, vous étiez samedi. Il n'y a aucun responsable de la direction politique du parti qui était présent le jour où on est en train de faire les dédicaces d'un ouvrage qui porte sur le président fondateur. Effectivement, nous étions partis par curiosité intellectuelle et puis politique de savoir de quoi parleront-on, le lissoubisme, une doctrine, un système de gestion politique, ainsi de suite. Mais nous avons écouté, effectivement, dans la salle, nous avons voulu interroger le présidium ou encore les présentateurs. Mais en fait, nous avons voulu savoir, est-ce que
Diatta, permettez-moi qu'on me le dise, ceux de Diatta étaient au courant. Est-ce que l'UPADES était au courant? Parce que nous avons trouvé personne. Monsieur le journaliste, Diatta a un problème avec le lissoubisme. Nous pouvons nous autoriser de le dire aujourd'hui parce que nous avons constaté. Faites le débat. C'est un débat. Appelez-nous dans un débat contradictoire. On va parler. Diatta a un problème avec le lissoubisme. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est de satiser le parti en 2013 lorsqu'il change les fondamentaux laissés par le père fondateur pour dessiner le parti sur les mensurations de sur les dimensions de ses mensurations politiques à lui. Donc l'UPADES d'aujourd'hui est dimensionné sur les mensurations politiques du premier secrétaire. Mais c'est pourquoi je vous dis que vous risquez de vivre l'éclatement de ce parti. Non, il n'y aura pas d'éclatement. Sur le plan doctrinal, parce que non, déjà, sur le plan doctrinal, voilà, chez nous, de toutes les façons, de façon unanime, le père fondateur est le dirigeant charismatique de ce parti. Il n'y a personne à l'UPADES jusqu'aujourd'hui qui soit à la cheville de cet illustre personnage, paix à son âme. Personne. Et personne ne peut se permettre, lui tout seul, de modifier les fondamentaux de ce parti laissé par le professeur Pascal Lissouba. Devoir d'histoire. Et c'est pourquoi nous disons reconquête et réappropriation. Reconquête parce qu'il faut effacer cette parenthèse statiste qui est venue créer de la confusion au sein du parti. Il faut repartir aux fondamentaux du parti, c'est-à-dire les textes de 95, introduire l'innovation doctrinale qui va faire de telle sorte que ce parti ait pour fondamentaux le lissoubisme qui est une tropicalisation de la social-démocratie, et puis relancer le parti sur la base des grands concepts, vous étiez dans la salle, des grands concepts fondateurs de ce parti que le professeur Pascal Lissouba a laissé et qui reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité dans ce pays. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés au terme. En tout cas, on dit toujours place à l'invité. Avant de vous dire merci, vous avez nécessairement une base qui vous écoute. Les Congolais vous écoutent sur une question aussi importante, je le dis, parce qu'il s'agit d'un appareil sans lequel on ne parlera pas de démocratie. Chef de file, l'opposition. Alors, qu'allez-vous dire aux Congolais avant de boucler la boucle? Bon, mais ce que nous disons aux Congolais, c'est de suivre le débat politique et de pénétrer dans la profondeur des enjeux pour comprendre exactement ce qui se passe. De laisser les débats de clochers, les débats de personnes et de se situer sur la conceptualisation du débat. Le débat que nous posons aujourd'hui est un débat qui n'est pas un débat de personnes, c'est un débat des principes. Voilà. C'est des questions principielles. Aujourd'hui, nous parlons d'illégitimité et nous parlons d'illégalité. Et c'est des faits avérés qui sont patents, qui s'imposent à tous. Voilà. Il faut qu'on en tire toutes les conséquences politiques, juridiques et administratives, sans complaisance. C'est ça que nous demandons. Et à la base, nous demandons à la base de suivre ce qui se passe, de s'informer de ce qui se passe, d'instruire tous ceux qui sont autour d'eux sur les enjeux de ce qui se passe, pour que chacun essaie de composer et de faire en sorte que nous puissions sortir de cette situation exceptionnellement exceptionnelle dans laquelle le premier secrétaire a plongé volontairement le parti pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Et nous ajoutons que le Conseil national qu'il est en train de convoquer, c'est une autre fuite en avant. Le débat n'est plus au Conseil national. Le débat, c'est d'identifier toutes les sensibilités, comme la task force que nous sommes, qui s'exprime au sein du parti, comme lui-même, le premier secrétaire. Aujourd'hui, il représente simplement une sensibilité. Et nous voulons nous asseoir entre sensibilités pour créer un cadre politique qui va nous permettre de créer une commission ad hoc consensuelle, y compris avec lui. Nous n'excluons personne. Une commission ad hoc consensuelle qui va préparer sereinement un congrès unitaire extraordinaire. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Ce n'est pas la fuite en avant qui consiste à convoquer un organe caduc qui n'a plus sa raison d'être. Voilà ce que nous demandons aux cadres et aux militants du parti. Il faut qu'ils soient avertis, qu'ils suivent le débat politique et qu'ils s'instruisent de ce qui se passe réellement pour que leurs prises de position soient des prises de position responsables et républicaines. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, voilà qui a été de notre échange
avec M. Godefroy Dibakissa, secrétaire rapporteur de la Task Force L'Esprit UPADES. La matière vous a été donnée. J'en appelle aux intellectuels, j'en appelle aux sociologues politiques, j'en appelle aux journalistes politiques, aux investigateurs politiques, j'en appelle à la classe politique congolaise, à ceux qui se croient être politiques en tout cas, de porter une grande réflexion sur cette question, parce que c'est des questions de principe en fait, c'est des questions hautement démocratiques, parce que, je l'ai dit tantôt, le parti c'est c'est l'un des maillons les plus forts de la vitalité, pour la vitalité de la démocratie. En passant, si vous portez un regard dans notre environnement politique, l'opposition dans sa globalité est en train de prendre de l'eau, l'opposition est en voie de disparition. Et lorsque le chef de file de l'opposition, le partisan de file, prend de l'eau, commence à prendre de l'eau, nous interpellons ici le Parlement. Le Parlement doit porter un regard absolument sur cette question, et donc aux députés, aux sénateurs, de se verser là-dedans en tant que législateur pour réfléchir. Pourquoi pas aux magistrats de porter un regard, pourquoi pas à la Cour constitutionnelle de porter un regard. En tout cas, nous avons fait notre mission. Pour la première fois, nous avons donné la matière. C'est pas n'importe quel parti, c'est le parti patron de l'opposition congolaise. Je pense que tous on a des discernements pour comprendre. Alors, M. Godefroy, tout le plaisir était à moi de nous avoir rendu une matière aussi complexe mais sérieuse et qui va certainement alimenter l'opinion congolaise à propos. Reste à vous dire, j'invite donc Diatta, si possibilité il y a, de faire un droit de réponse, d'ailleurs un face-à-face, pour que nous puissions avoir plus de lumière. Nous sommes en démocratie. Nous sommes disposés pour le face-à-face. Voilà. Et le plus tôt serré, le mieux. Merci beaucoup. Je sais lesquels je vais appeler pour ce face-à-face. Au revoir chez vous donc, à la prochaine fois. Merci. Merci.